Il a neigé sur la Belgique, les températures baissent, vous l'avez probablement remarqué, c'est vrai qu'il fait frisquer ce matin. Un peu frais ce matin, oui. Un peu frais, il a d'ailleurs neigé sur les hauteurs cette nuit. Beaucoup de soleil aujourd'hui au programme, des températures négatives aussi. Et c'est la bonne nouvelle, des factures d'énergie qui baissent elles également. En tout cas, l'électricité est moins chère, les prix sont revenus un petit peu au niveau d'avant d'Ukraine. Le plafonnement des prix au niveau européen reste insuffisant, bien entendu. L'Europe a réagi, ce qui a permis de calmer un petit peu le jeu, mais il faut préparer les hivers prochains. En attendant, les prix restent élevés. On avait envie de refaire le point et on a proposé à un expert de nous rejoindre cet après-midi pour BX1 pour un petit peu comprendre de quoi est fait cet accord entre Engie et le gouvernement belge, bien entendu. Charles Cuvelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ULB et on avait envie de voir avec vous ce que donne finalement cet accord ou ce presque accord qui a été trouvé avec Engie. Et est-ce que vous, en tant qu'expert, vous êtes satisfait ? Il y a beaucoup de travail à faire sur les suites de cet accord, mais si on regarde d'un point de vue global, il est intéressant parce qu'il redonne de la souveraineté énergétique au pays. Ça, c'est important, comme tous les autres pays le font. D'ailleurs, en France, EDF a été repris à 100% par l'État. Donc ici, c'est 50-50. C'est 50-50. C'est pas total. Non, j'y reviendrai parce qu'on peut se poser la question, pourquoi pas 100% comme l'a fait la France. Mais si on revient à l'accord, l'État se donne aussi les moyens d'intervenir sur la facture. C'est-à-dire que dans cette structure 50-50, il va avoir 50% des bénéfices, mais il y a des risques que l'État va supporter également. Mais ces bénéfices, ces revenus vont pouvoir être utilisés, si le gouvernement le souhaite, directement pour soulager la facture des clients. Et ça, c'est intéressant. Ce sera plus simple, plus pragmatique que le mécanisme de récupération des surprofits que la Commission a mis en place et qui sera beaucoup plus complexe et semé d'embûches chaque fois que c'est une procédure administrative complexe. C'est ça qui est positif dans cet accord ou pré-accord ou presque accord, parce qu'il y a encore des choses qui doivent être mises en place. Il y a la diversité énergétique aussi, le mix énergétique qui est assuré. Et ça, c'est important aussi parce que dans l'état actuel de la technologie, reposer uniquement sur des énergies renouvelables, sans solution de stockage, n'est pas concevable et sûr à moyen terme, court terme. Alors l'idée, on le rappelle, c'est évidemment de prolonger 2 réacteurs, d'où le 4 Tihange 3. On craint pas pour cet hiver ni l'hiver prochain, encore que là il y a un doute pour 2025. Là ça risque d'être un petit peu plus compliqué au niveau de l'hiver 2025-2026. Est-ce qu'il y a des risques de sécurité d'approvisionnement ? Alors c'est vrai que les derniers calculs montrent qu'il y aurait un trou de 1200 MW et même jusqu'à 1600 MW en 2026. Mais donc ce sont des calculs scientifiques qui le prouvent ? Ce sont des calculs faits par le gestionnaire du réseau, les études d'adéquation. Mais il faut faire une différence entre un risque de blackout et un risque de pénurie. Un risque de blackout, c'est vraiment une privation d'électricité suite à un accident. Et là, c'est catastrophique. Mais aujourd'hui, voilà, les chiffres sont là. On le prévoit, on cherche des solutions. Et dans le pire des cas, même si c'est vraiment pas souhaitable, on peut organiser des pénuries. C'est ce qu'on appelle les délestages. Donc c'est prévisible et chacun à son tour va se voir privé d'électricité pendant quelques heures si on devait en arriver à cette extrémité-là. Donc on est bien d'accord que c'est pour l'hiver dans 2 ans. Oui, et l'intérêt aussi, c'est que il y a des interconnexions qui se mettent en place. La situation d'aujourd'hui n'est pas la situation à cet horizon-là. Donc les choses peuvent encore changer et il est normal d'être prudent. Et dans le pire des cas, ce seront des pénuries organisées. Et ça correspond à quel volume, en fait, les chiffres que vous venez de donner? C'est la consommation d'un ménage pendant X temps? Enfin, est-ce que vous pouvez... Parce que ça c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Moi, je préfère raisonner en termes... Parce que c'est plus que les ménages, c'est les industries, c'est les usines, c'est les besoins des services. Donc 1600 MW, c'est l'équivalent d'un peu moins de 2 centrales nucléaires comme on les a aujourd'hui à 900 MW. Donc c'est important. Donc c'est colossal en fait. Oui, c'est colossal, c'est important, c'est gérable, mais déjà dès 2024, on parle d'un trop peu de 500 MW. Donc et là, le gouvernement pense pouvoir résoudre la solution avec l'organisation d'enchères pour mettre en place des capacités
appelé à combler le déficit, le manque d'adéquation de 500 mégawatts. Donc on rémunérera certains opérateurs pour mettre à disposition des capacités pour remplir les pointes. Donc ça, c'est vraiment un complément, quoi. Donc tout ça est plus ou moins prévu. Et c'est à l'étranger, forcément? Pas forcément, mais dans le mécanisme de CRM, il y a aussi des possibilités de faire venir de l'électricité de l'étranger. On va peut-être revenir sur la pierre d'achoppement finalement dans cet accord qui n'est pas terminé puisqu'il faut encore mettre des choses en place, notamment au niveau technique. Ce sont les déchets nucléaires. On en parle beaucoup. Il y avait encore la Cour des comptes qui présentait récemment, la Cour des comptes européenne, des nouvelles mesures à mettre en place en Europe pour ces déchets. Est-ce que c'est à cause de cela qu'il risquerait d'y avoir des problèmes de mise en place ou en tout cas des problèmes d'accord final? Et pourquoi? Les principes sont là. Donc la méthodologie de calcul pour prendre en charge le coût des déchets est établie, mais comme on ne connaît pas la solution finale d'enfouissement pour les catégories B et C des déchets... Donc ça, ce sont les déchets les plus nocifs. Les à radioactivité les plus longues, pour des volumes de 1000 m3 à peu près pour les déchets de catégorie C et 6000 m3 pour les catégories B. La solution définitive n'est pas en place, mais il y a l'idée d'un cap, c'est-à-dire un plafond au-delà duquel l'exploitant ne devra plus payer, et toute la difficulté va être de mettre en place ce plafond. Plafond qui sera aussi mis en place pour les catégories A de déchets, c'est-à-dire les catégories faiblement radioactives. Alors ce qui est intéressant, c'est que les catégories B et C, le cap va être fixé à court terme, et une fois qu'il est fixé, l'exploitant va verser cet argent avec une prime de sécurité à l'État, et l'État va disposer de cet argent tout de suite, qu'il ne devra éventuellement jamais rembourser, même si l'accord tombe à l'eau, parce qu'au 1er novembre 2027, qui est la deadline, l'exploitant n'arrive pas à redémarrer les centrales parce que les travaux de mise à niveau auront pris du retard, ou parce qu'ils auraient été impossibles techniquement à mener, ce qui est toujours possible, parce qu'on dépend là de l'agence fédérale qui est totalement indépendante, et c'est une bonne chose pour notre sûreté. Donc il y a encore quand même quelques inconnus. Donc on peut être rassuré sur le coup, mais il y a des inconnus, puisqu'on ne sait pas si cet accord va pouvoir se faire ou pas. Il faut laisser maintenant la main aux ingénieurs à qui on va demander beaucoup et des tâches difficiles de mener à bien toutes les études de sûreté et de mise à niveau. Mais je crois que les deux parties veulent s'entendre. Les deux parties prennent des risques, mais ont aussi de l'intérêt. Ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir qu'aujourd'hui... Et là, l'État y perd un petit peu, c'est ce rééquilibrage. Jusqu'à présent, qu'avions-nous? C'était les déchets, le prix des déchets, du futur traitement des déchets était réévalué par l'ONDRAF, la Commission des provisions nucléaires en tenait compte pour demander à l'exploitant de contribuer plus aux provisions nucléaires. Donc c'était une partie qui décidait, l'autre partie qui payait. La situation est un peu rééquilibrée, donc Engie peut s'en féliciter et l'État y perd un petit peu, mais d'un autre côté, il prend des risques et il va profiter probablement de revenus intéressants pour l'exploitation. On va parler du consommateur. Dans la Libre Belgique ce matin, puisque vous parlez de la sécurité, il y avait une carte blanche justement en disant que la sécurité, elle avait été un petit peu oubliée dans ce dossier du nucléaire. Est-ce que vous avez cette impression également ? Je crois qu'elle n'a pas été oubliée. On a une agence fédérale forte qui sera aux aguets pour être sûr que tout sera fait. Toutes les études de sûreté seront faites en temps et en heure. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'agence va probablement devoir décider sur les études qui devront être faites avant le redémarrage et les études qui peuvent être faites après le redémarrage. Ce sera le seul bémol, mais l'agence est une institution totalement indépendante qui n'a qu'une seule mission, c'est la protection de la population contre les rayonnements ionisants. Et on l'a vu à plusieurs reprises, elle ne se laisse pas faire et c'est un bon équilibrage. Mais donc c'était bien, peut-être, de votre point de vue, de prolonger ces réacteurs nucléaires plutôt que carrément déconstruire et reconstruire ? Alors, déconstruire et reconstruire, le problème c'est que c'est une solution à long terme pour un problème à court terme. Oui, c'est ça. Construire aujourd'hui des centrales nucléaires de nouvelle génération comme les EPR dans tous les pays, sauf la Chine où ça s'est bien passé. Les petits réacteurs, les EPR. Non, les EPR, ce sont les centrales. Les EPR, ce sont les centrales qui prennent le relais
Oui, c'est ça. Des centrales actuelles, donc qui sont une prolongation, si vous voulez, de la technologie, mais beaucoup plus sûre. C'est la France qui en construit notamment à Flamanville, qui en construit également en Finlande. Malheureusement, ces chantiers ont pris du retard. C'est ça. Les délais, c'est fois 2, fois 3. Les budgets, c'est fois 2, fois 3. Donc, c'est pas tenable de se dire on va les construire pour avoir une solution à l'horizon des trous dans l'approvisionnement. Alors, les SMR, c'est une autre technologie dont on parle beaucoup. C'est la technologie des petits réacteurs modulaires qui sont encore au stade de conception. Mais ils existent, si vous voulez, dans leur principe, dans les sous-marins nucléaires. On ne transpose pas un réacteur nucléaire utilisé pour la propulsion marine dans une utilisation civile pour produire de l'électricité. Ça prend aussi des dizaines d'années à prouver que ces réacteurs sont sûrs et vont pouvoir faire ce qu'ils font dans une autre utilisation qu'envisagée. Et politiquement, on voit bien que ce n'est pas encore gagné de développer ce type de technologie. On a bien senti déjà qu'au niveau des colos, en tout cas, on n'allait pas pousser dans cette direction-là. Alors là, je dirais que c'est à chaque c'est un peu compliqué, évidemment, au niveau politique. On terminera peut-être par cette question, Charles Cuvelier. Toutes ces incertitudes, entre guillemets, puisqu'on le dit, l'accord, il n'est pas bouclé, il n'est pas terminé. Il y a encore pas mal de questions liées notamment aux déchets. Mais il y a beaucoup d'incitants pour toutes les parties. Quelles seront les retombées pour le consommateur que nous sommes et je ne parlerai pas de météo plus clémente ou autre, donc en oubliant une météo, peut-être il y a encore cette crise de l'Ukraine qui est là bien présente. À quoi faut-il s'attendre dans, on va dire, les 6 mois, 1 an ? Alors, on va dire ceci, j'entends que on se réjouit de la baisse des prix du gaz et par extension de la baisse de l'électricité. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, mais je dirais il faut être attentif. Il faut se souvenir que les prix ont été pendant 20 ans pour le mégawattheure de l'ordre de 15 à 25 euros. On est aujourd'hui, on s'en réjouit, autour de 80-100. On a eu une pointe à 211, si mes souvenirs sont bons, pendant l'été, parce qu'on cherchait à remplir les réserves. On était paniqué à l'idée des Russes qui avaient tout coupé et qu'on n'aurait pas assez de gaz pour l'hiver. On ne reviendra plus au niveau 15-20. On peut espérer arriver à 45-50 euros le mégawattheure. Ce serait la moitié d'aujourd'hui. Oui, et stabiliser à ce prix-là. Donc ça, je crois qu'on peut l'envisager. Et donc ça veut dire pour les prix de l'électricité, puisque le fonctionnement du marché consiste à calquer les prix de l'électricité sur le prix de la dernière centrale qu'on met en route pour équilibrer offre et demande, c'est-à-dire souvent des centrales à gaz, on multiplie par 2, donc on va arriver à des prix de 100 euros le mégawattheure pour l'électricité. Pourquoi fois 2 ? Parce que je dirais le rendement des centrales à gaz est à peu près de 50% quand on l'alimente au gaz. Ce qui veut dire finalement que cet accord est bénéfique aussi pour le consommateur, parce que ça permet de stabiliser alors les choses. Il n'y aura plus trop de grands écarts, j'ai envie de dire. Oui et non, parce que tant que le mécanisme de fonctionnement du marché n'est pas modifié, je veux dire, si dans la zone qui couvre la Belgique, la dernière centrale qu'on met en fonctionnement est toujours une centrale à gaz, c'est toujours ce prix-là qui va fixer. Oui, donc il faudrait découpler en fait le prix c'est ce que du gaz, de l'électricité. Voilà, c'est ce que les Français plaident pour un découplage des prix de l'électricité en fonction de la source qu'ils produisent. Et les Français ont raison puisqu'ils ont beaucoup de nucléaire dont le coût marginal est beaucoup plus faible. Mais dont il n'est pas question chez nous en Belgique, en tout cas. Non, on n'en parle pas. Mais c'est au niveau européen. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, contrat fixe ou contrat variable. Alors, j'ai tendance à dire que c'est difficile à trancher, parce qu'il faut regarder à quelle échéance de temps. Si on regarde aujourd'hui, j'aurais tendance à encore dire les contrats à prix variables, parce que les contrats à prix fixes restent encore pas intéressants. Oui, c'est ça, c'est encore trop haut. C'est encore trop haut, mais ça c'est à court terme. Alors maintenant, si on prend du recul, les contrats à prix variable seraient les plus logiques, parce que dans un monde idéal où il n'y a que de l'énergie renouvelable qui nous alimente, ça veut dire que
les contrats à prix variable sont des contrats qui peuvent réagir plus facilement aux signaux de prix. Donc beaucoup de vent, l'énergie, l'électricité pas chère, les éoliennes tournent, rechargez vos voitures électriques et donc ça marche très bien. Mais on en est loin. Aujourd'hui, le consommateur résidentiel, d'abord, lui est difficile de déplacer ses consommations. C'est le soir qu'on a besoin d'électricité, pas en pleine journée. Et suivre ses consommations, c'est aussi difficile. Bon, il y a les compteurs intelligents, etc., qui viendront petit à petit, mais c'est pas évident pour le consommateur résidentiel. Voilà, merci en tout cas de nous avoir éclairé, nous avoir donné tous ces détails. Charles Cuvelier, je rappelle que vous êtes expert en énergie à l'ULB. Merci beaucoup. Merci.